Bon, en tout cas, bienvenue à vous ce soir. Pour mon dernier live dans le sud. Je préparais tout à l'heure et je me disais c'est le dernier live que je fais avec cette déco ici. Et normalement, d'ailleurs le réseau devrait être meilleur là où je vais être installée par la suite. Et donc du coup c'est le dernier live d'ici du sud. Et ce soir on va parler des blessures de l'âme. Parce que c'est un sujet que j'ai très souvent abordé en consultation, qui est assez connu par le biais de Lise Bourbeau. Mais j'en ai fait un peu mon outil aussi, j'ai fait ma sauce parce que je ne rejoignais pas tout ce qu'elle présentait. Et donc je vous propose de partager dessus ce soir. Est-ce que vous connaissez... Alors, son livre le plus connu à propos de ce sujet, c'est les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le dire ou vous en avez entendu parler? Oui, je déménage. Et pourtant, j'ai montré mes cartons aujourd'hui. Oui, ok. D'accord, déjà lu, ok. Ok. Bon. Donc moi, je vous propose de partager autour de ce sujet parce que c'est un sujet qui est très important. Moi, j'ai beaucoup partagé dessus en consultation dans le cadre des thérapies. Mais forcément, je l'ai ramené aussi dans le cadre des mots de ton âme. Et donc l'idée, c'est de vous présenter ce soir ce sujet-là, mais avec une vue un peu à ma sauce aussi, puisque je ne partageais pas tout ce qui avait été écrit et je me le suis réapproprié et j'ai même rajouté une blessure parmi toutes les blessures, qui sont celles qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les blessures les fragments d'âme de l'enfant désavoué. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite. Je crois que sur YouTube c'est fichu parce que j'ai personne. Il y a visiblement un gros problème. Donc, je vais le stopper. Alors, pour les blessures de l'âme, elles sont faciles à retenir parce que vous pouvez écrire le mot trahi avec. Sauf que moi j'écris le mot trahir parce que donc j'ai rajouté une blessure. Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi, finalement, ce sont des blessures où, quand nous avons peur dans les relations, quand nous avons peur de dire à une personne qu'on l'aime, ou de demander, ou de donner notre avis, d'oser prendre la parole, etc. Donc il y a des questions de confiance en soi. Mais derrière une peur émotionnelle, donc je mets de côté l'araignée, derrière une peur émotionnelle, en fait, se cache une blessure émotionnelle. Et donc, pour vous l'illustrer, si vous voulez, par exemple, demain, si vous vous retrouvez à passer dans une rue et vous vous retrouvez en face d'un chien qui pourrait vous mordre le mollet, vous allez avoir peur. Si vous devez repasser par cette rue et que vous savez que ce chien habite cette rue, de façon instinctive, vous allez vous dire je vais éviter de prendre cette rue parce que je sais que ce chien va croquer le mollet. Donc vous voyez qu'on va développer face à une situation où on pourrait risquer de se blesser et que là il y a une peur par rapport à ce chien, nous allons développer une stratégie d'évitement qui est assez logique. Eh bien, dans les situations relationnelles, nous faisons exactement la même chose. Si nous avons été blessés à un moment donné, nous allons avoir peur d'être blessés à nouveau, donc nous allons développer des stratégies d'évitement. Et la peur nous sert à ça. Est-ce que vous me suivez dans ce que je vous dis là? Est-ce que c'est relativement clair dans ce que je vous dis? Parce que c'est un élément qui est quand même hyper important. De savoir que donc nous allons développer des stratégies. Parce que le but pour nous, c'est d'être le mieux possible le plus souvent.
Et donc forcément, si nous nous retrouvons dans une situation qui pourrait nous faire du mal, soit on agresse, soit on évite. Et donc la peur nous sert à éviter. Et donc les différentes blessures, ce sont lesquelles? C'est la blessure, c'est trahi, ou trahir. Moi, vous verrez, j'en ai donc une que j'ai rajoutée. Je trouvais qu'elle manquait. Et donc, les 5 blessures principales, et puis il y a ma 6e, c'est la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et moi, j'ai rajouté le R pour reconnaissance. Et donc, nous avons tous fait l'expérience de ces blessures. Au moins une, enfin, nous avons tous fait l'expérience de toutes les blessures, mais il y en a une en général, elle a le palmarès. Et la blessure d'abandon, quand je vais les développer tout à l'heure, la blessure d'abandon, pour moi, elle est universelle. Au fil du temps, je me suis aperçue que c'est une blessure qui est universelle. Je vous expliquerai pourquoi après. Est-ce que, comme ça, en disant trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice et reconnaissance, vous vous dites, ah, là, comme ça, un petit peu d'instinct, il y en a une, je sais laquelle c'est, qui a la palme. Après, on a quasiment expérimenté toutes les blessures. Hein. J'en ai 4, d'accord? Ok? On est pas mal? Trahison, ouais. Ok. L'abandon. L'abandon, c'est une blessure universelle. À mon sens, hein. À mon sens. Ok. Donc, je vous propose de les passer en revue. Et reconnaissance, ouais, moi, c'est au fil du temps, je l'ai rajouté et je vous expliquerai. Donc, la première blessure, c'est donc trahison. La blessure de trahison. Et donc, du coup, dans ces blessures-là, on considère que c'est dans les premières années de la vie de l'enfant qu'on va faire cette expérience-là. Parce que vous pouvez vivre la même situation qu'un frère ou qu'une sœur. Vous allez très bien la vivre et votre frère et votre sœur, pour une même situation, on va dire ah non mais c'est horrible, moi je me suis sentie rejetée par les parents. Et parce qu'après on a nos propres filtres et notre propre sensibilité. Hein. Donc c'est aussi la façon dont on va vivre la situation. Dans la blessure de trahison, par exemple, c'est vous êtes enfant et vous avez confié quelque chose à votre mère par rapport à un sujet, vous avez eu du mal à lui en parler, vous lui en parlez, et puis vous avez l'impression que vous avez partagé le super secret, puis le soir, votre mère, elle en parle à table devant tout le monde, ou elle en a parlé à votre père, et puis du coup, votre père vous en parle, et là, vous vous rendez compte que c'était pas le secret, et il peut y avoir un sentiment de trahison, au-delà du fait d'avoir honte ou des choses comme ça, mais le sentiment de trahison. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'installe dans une blessure comme celle-ci? C'est, en fait, j'ai fait confiance et on m'a trahi. Donc, quelle va être notre stratégie derrière par rapport à ça? C'est que comme je ne veux plus jamais me sentir trahi, du coup, je vais mettre en place des stratégies pour éviter d'être trahi. Ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par je ne fais pas confiance, voire je teste les personnes. Dans le travail, je ne délègue pas. Je n'arrive pas à déléguer. Je vais éviter de donner des informations parce qu'on ne sait jamais ce qu'on pourrait en faire. Et donc, plutôt que d'être dans la confiance, dans la relation avec les personnes en face de moi, en fait, j'arrive avec mon filtre, avec ma peur. J'arrive avec ma peur. Et donc, je vais avoir ce filtre-là. Ok ? Ça, c'est pour la blessure de trahison. Je donne un exemple, j'aurais pu en donner un autre, mais en tout cas, les conséquences que ça va avoir, c'est que du coup, c'est de la méfiance, c'est une certaine rigidité, c'est un besoin de contrôle, d'où le fait d'avoir du mal à déléguer, par exemple. Ensuite, on a la blessure du rejet. Alors, cette blessure-là, la blessure du rejet, c'est un jour, j'ai fait l'expérience où je me suis sentie rejetée. Donc, ça peut être, par exemple, je suis un petit garçon, les filles sont en train de jouer à l'élastique dans la cour, j'arrive vers elles et puis elles me jettent, elles me disent non mais on veut pas de toi, on est entre nous, etc. Et comme je suis sensible à ça, je fais cette expérience-là et je me sens rejetée. Ça peut être aussi les personnes, les enfants non désirés.
c'est ce que j'ai observé en consultation, souvent ont la blessure de rejet, portent la blessure de rejet en elles puisqu'elles ne se sont pas senties accueillies. Parce que dans le rejet, en fait, mon besoin, c'est que j'ai besoin de me sentir accueillie. J'ai besoin qu'on me dise « tu es bienvenue, c'est une bonne chose que tu sois là, je suis contente de te voir, etc. » Et donc du coup, dans la blessure de rejet, je peux avoir deux stratégies différentes. Ça va être une stratégie où je vais tout faire pour être acceptée. Donc je vais me plier en quatre. Je vais faire plaisir à tout le monde. Je vais m'oublier. Je ne vais pas penser à mes besoins. Je ne vais pas poser de limites. Donc je peux me faire avoir avec des personnes qui vont abuser de moi. Dans le travail, c'est un joli couloir pour faire un burn-out, puisque comme je n'arrive pas à poser de limites, parce que si je pose une limite, j'ai peur qu'on me rejette. Donc comme je veux absolument être intégrée, eh bien je ne pose pas de limites. Je fais en sorte de me rendre indispensable. Donc du coup, par exemple dans le travail ou dans du travail en équipe, etc., je fais en sorte qu'on ait toujours besoin de moi. Mais du coup, je m'oublie aussi. Ça, c'est la première stratégie pour le rejet. Et la deuxième stratégie pour le rejet, c'est que comme j'ai peur qu'on me rejette, et bien du coup, je vais toujours rester à l'extérieur. Donc, pas de sport d'équipe, bien entendu, parce que je prends le risque qu'on me rejette. J'évite de m'engager dans une relation. C'est valable aussi pour la trahison, d'ailleurs. Parce que si jamais on me rejette derrière, j'évite de m'engager ou je sabote la relation très très vite. Comme ça, je ne peux pas m'engager, je ne prends pas le risque qu'on se détourne de moi et qu'on me rejette, qu'on me dise je ne veux plus de toi. Donc ça, c'est la deuxième stratégie dans la blessure de rejet. Et vous voyez bien qu'à nouveau, en fait, ce qui nous anime, c'est parce que j'ai peur que l'autre me rejette, alors je vais développer des stratégies. Donc on arrive à nouveau avec le voile de la peur. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis, que ce soit sur le perso ou sur le pro, si avant que je poursuive ou si même peut-être vous avez des remarques? Après, on fera une question-réponse de toute façon. Mais ça fait partie des indispensables, même si je m'éloigne un peu de la voyance et des annales akashiques, mais je peux vous dire que je le retrouve souvent dans les annales akashiques, tout ça, dans les lectures d'âme, etc. Beaucoup, je le retrouve beaucoup. Oui, ok. D'accord, c'est clair, merci, parfait. Oui, on peut faire un mix des deux stratégies. Tout dépend en face de qui vous allez être. Voilà. Et c'est vrai que ça a des répercussions dans le travail. Moi, je l'ai vu beaucoup aussi dans le travail. Voilà. Ok. Donc là, on en est à donc, le T, le R, T de trahison, R de rejet. Et la troisième, la blessure d'abandon. Alors celle-là, elle est magnifique. La blessure de rejet, elle est pas mal aussi, parce qu'on a tous fait l'expérience à un moment donné de se faire rejeter par quelqu'un, mais tout dépend aussi à nouveau de nos filtres. La blessure d'abandon, c'est quoi? La blessure d'abandon, on l'appelle comme ça, mais moi, j'aurais envie de l'appeler plutôt la blessure du manque de soutien. Parce que la blessure d'abandon, ça n'est pas forcément que j'ai été abandonnée devant l'église ou que j'ai fini dans un foyer ou des choses comme ça. La blessure d'abandon, en fait, et c'est pour ça que c'est important de vous le partager, c'est le sentiment à un moment donné où je me suis sentie abandonnée, c'est-à-dire sans soutien, sans écoute, sans attention. Et c'est des choses que j'ai très souvent entendues en consultation aussi. Alors j'ai pu voir dans des lectures d'âme des blessures d'abandon parce que j'avais dans une autre vie où un de mes ancêtres a vécu l'abandon et donc du coup ça a laissé une trace au niveau cellulaire de la peur d'abandon, ça c'est une réalité. Mais il peut y avoir aussi le fait, par exemple, quand j'ai été élevée dans un environnement familial où j'avais des parents très absents ou que mes parents, il n'y avait pas de soutien. Par exemple, je vis quelque chose de difficile et puis à chaque fois on me dit « Ah, allez, c'est bon, ça va passer, tu ne vas pas pleurnicher, etc. » Et qu'en réalité j'ai besoin de soutien, du coup il y a une blessure. Je me sens abandonnée de ce soutien. C'est pour ça que j'aime bien le nuancer avec le mot de absence de soutien, parce que l'abandon, c'est pas forcément au sens strict où on l'entend. Et du coup, ça peut vous permettre de le comprendre différemment.
Et parfois, je l'ai entendu en consultation, par exemple dans des personnes qui étaient en souffrance au travail et qui ont essayé d'en parler à la RH ou à leur hiérarchie. Et il n'y a eu personne. Et du coup, elles ont comment, quand je leur demandais qu'est-ce que vous avez ressenti, elles disent, je me suis sentie abandonnée. Je n'ai pas eu le soutien. Donc les stratégies qu'on peut développer par rapport à la blessure d'abandon, ça va être quoi? J'évite les conflits. Parce que ça se trouve, tu vas te lever, tu vas partir. Dans le rejet aussi, on évite les conflits, hein, parce qu'on peut se faire rejeter. Ça peut vite tourner au drame. Parce que on commence un petit peu à être dans le conflit, ça y est, on va aller à la séparation, je vais me sentir abandonnée. Et c'est comme ça que vous pouvez vivre des situations où vous allez avoir des personnes, elles vont se jeter par terre en disant je veux pas que tu t'en ailles, etc. Elles le vivent comme un déchirement parce qu'elles ont associé ça aussi à la séparation. Ok ? Et dans la blessure d'abandon, donc je peux faire en sorte de me plier aux volontés de l'autre parce que comme ça, du coup, il ou elle ne m'abandonnera jamais. Donc, j'évite les conflits. Je ne dis jamais non. Hein, donc, c'est une cousine de rejet. J'ai besoin de beaucoup d'attention. J'ai besoin d'être énormément rassurée. Et donc, dans la blessure d'abandon, ça peut rendre très manipulable parce que la personne, elle a tellement peur d'être abandonnée qu'en face d'elle, si on veut en abuser un peu, paf, on va tomber sur des manipulateurs, etc. Souvent, ce sont des personnes qui ont des blessures d'abandon derrière. Ok ? Et cette blessure-là, pour moi, elle est universelle. Pourquoi ? Parce que l'expérience d'abandon, de ce sentiment d'abandon, nous l'avons tous fait au moins une fois, tout petit, parce que nous avons forcément vécu un moment où papa, maman ne sont pas arrivés tout de suite quand on avait faim, n'ont pas compris tout de suite qu'on avait mal au ventre, ont dû nous laisser à un moment donné pour faire quelque chose, ou qu'il y a un déménagement qui se préparait, du coup ils étaient moins présents et l'enfant a eu peur qu'on l'oublie. Et donc cette blessure-là, au fur et à mesure de toutes les consultations que j'ai faites, je m'aperçois, et c'est mon point de vue, hein, encore une fois, je vous le partage en toute humilité, que la blessure d'abandon, je pense que nous la portons tous. Voilà. Pour cette raison-là. Et donc, du coup, la stratégie pour ne pas être abandonné, c'est de me plier en 4 aussi. La différence entre rejet et abandon, parce qu'elles sont quand même proches dans les stratégies, c'est que dans la blessure de rejet, c'est ça qui va se passer. C'est on veut pas de toi, je veux pas de toi, va-t'en. Ok ? C'est un mouvement qui part de l'autre vers moi, dans ce sens-là. Dans la blessure d'abandon, c'est l'autre se lève et s'en va. L'autre, j'ai besoin de son aide, j'ai besoin de soutien, il me tourne le dos. Vous voyez, ce sont deux énergies différentes. Et c'est en ça, parce que parfois on me dit, oui, mais moi j'hésite entre rejet et abandon. Ce sont deux énergies différentes. Vous voyez, dans l'une on pousse et dans l'autre on tourne le dos. Est-ce que c'est assez clair pour vous la différence entre les deux ? Je vais continuer à dérouler les blessures et puis après on échangera. C'est juste pour pas que ça se noie au milieu de tout ça. Ouais, Séverine. Et oui, un enfant, Séverine, elle témoignait qu'elle a eu sa grand-mère qui est décédée elle avait 6 ans et pendant 1 an, elle a attendu qu'elle revienne. Voilà. Et là, typiquement, c'est une enfant à qui soit elle n'a pas compris, soit on ne lui a pas vraiment expliqué ce qui se passait. Parce que c'est compliqué de comprendre pour un petit ce que c'est la mort. Ok. Je poursuis. Donc, on a fait trahison, rejet, abandon. Maintenant, je vais vous parler de la blessure d'humiliation. Donc, la blessure d'humiliation, ça peut. Donc, c'est des choses qu'on a pu vivre du type un parent qui va nous dire tu m'as fait honte. Des choses de ce type-là, où il va rabaisser l'enfant, par exemple. Et du coup, dans la blessure d'humiliation, je vais développer 2 stratégies. Mais c'est vraiment 2 types de stratégies que j'ai pu observer aussi.
Je me suis sentie humiliée, donc j'ai deux façons de réagir. Ma stratégie, ça va être, avant que tu m'écrases, je t'écrase. Ou alors, tout est de ma faute, ma grande faute. Et donc, la moindre des choses, c'est moi qui ai un problème. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la façon dont ça va se traduire, c'est que donc, dans la blessure d'humiliation, je ne vais pas faire confiance en l'autre. Et je vais avoir besoin d'avoir le dessus. Donc, vous voyez, quand vous voyez une blessure d'humiliation qui rencontre une blessure de rejet ou d'abandon, le festival que ça peut donner dans la relation, soit amicale, professionnelle, ou alors sentimentale, c'est encore mieux. Donc si je décide d'avoir la stratégie d'avoir toujours le dessus, bah, je vais faire un petit peu de compliment à la personne, je vais être sympa, puis d'un seul coup, boum, je vais dire quelque chose qui va la casser, qui va la rabaisser, parce que je veux garder le dessus. Ça va se traduire, et ça je l'avais observé dans le monde du travail, moi je sais mais je ne peux pas vous le dire. J'ai toutes les infos mais je ne peux pas les partager. Mais moi je suis déjà au courant. Vous voyez, c'est des petites façons de dire je suis au-dessus de toi. Voilà, moi j'ai eu une collègue qui était comme ça, je me souviens. Et à l'inverse, c'est dans l'autre masque qu'on va porter, ça va être le masque masochiste, c'est-à-dire qu'on se sent responsable de tout. C'est forcément de ma faute. S'il y a un problème, c'est de ma faute. C'est limite. Souvent, quand j'en parlais pour mettre un petit peu d'humour, je disais, si aujourd'hui il ne fait pas beau, c'est à cause de moi. Voilà. Et c'est des personnes où, automatiquement, elles vont du coup se plier en quatre parce qu'elles ont peur de fauter, etc. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, elles vont forcément se dire, c'est moi. Le problème, c'est moi. Et donc, elles vont systématiquement avoir une posture de soumission. Donc ça va se traduire dans le travail, ça va se traduire en amitié, ça va se traduire en amour aussi. Et donc vous voyez, dans l'humiliation, c'est comme dans le rejet. Moi, c'est des choses que j'ai observées. C'est des stratégies qui vont être différentes. Mais dans tous les cas, à chaque fois, c'est pour nous en sortir. C'est parce que j'ai peur d'être blessée, j'ai peur de le revivre. Donc je développe cette stratégie. Donc à la base, c'est pour notre bien. Oui, attaquer... Comme j'avais peur d'être attaquée, du coup je devenais agressive. Voilà, c'est une autre façon de le faire. C'est comme le petit roquet qui va aboyer devant un gros chien qui le regarde en disant ouais, t'es tout petit. Ensuite, donc on a la blessure d'injustice. Et la blessure d'injustice, alors elle porte ce nom-là d'injustice, mais on pourrait presque l'appeler la blessure de l'imparfait. C'est-à-dire dans la blessure d'injustice, c'est jamais assez. C'est des discours qu'on a pu entendre de « t'aurais pu faire mieux ». T'as eu 15, c'est dommage. T'aurais pu avoir 16, 18. T'as eu 15, le premier de la classe, il a eu combien lui? C'est-à-dire vous arrivez avec votre note et puis le parent il vous dit « c'est dommage ». Ça va être le fait d'être tout le temps, il faut améliorer, etc. Vous voyez, c'est jamais assez, il faut toujours viser au-dessus, toujours, etc. Et donc ça va développer plusieurs attitudes, ça peut être des personnes, je l'ai retrouvé ça, c'est des personnes qui vont être très attentives à la justice, à l'équité. Donc, quand ils sont jeunes, ça peut faire des délégués de classe à l'école, mais vous savez, ceux qui prennent la parole, qui montent au créneau. Ça peut être, j'en ai retrouvé dans le monde du travail, qui pouvaient être délégués du personnel, par exemple, parce qu'ils veulent cette justice-là. Ça peut être à la maison de veiller à cette justice. Et l'autre penchant aussi, donc, au-delà de l'équité, c'est le fait de jamais assez. Donc, d'être facilement dans de la comparaison. J'ai mieux fait, j'ai moins bien fait que la dernière fois. J'ai mieux fait, j'ai moins bien fait que le voisin. Or, la comparaison, à part nous rendre malheureux, ça amène pas grand-chose. Parce que si ça peut être un peu un moteur au départ, ça peut être aussi que du coup, vous ne vous regardez jamais vraiment dans la valeur que vous avez, puisque vous êtes toujours en train de la comparer. Et c'est souvent... Pour essayer d'illustrer, je dis c'est un petit peu comme si on voulait comparer des carottes à des pommes de terre et on vous disait c'est quoi le mieux? Et vous allez répondre c'est deux choses différentes. Et nous c'est pareil, nous sommes différents. Donc du coup, dans la blessure d'injustice, ça va amener des personnes qui peuvent être un peu rigides et surtout qui n'aiment pas l'impuissance et qui sont sans arrêt à vouloir faire plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'elles sont touchées aussi par des notions d'équité.
Et donc, je vais vous présenter la dernière, qui est une que j'ai, on va dire, inventée au fil du temps. C'est la blessure de reconnaissance. Alors, elle s'apparente à la blessure de rejet, parce que tout à l'heure, je vous expliquais dans la blessure du rejet, par exemple, l'enfant qui est non désiré, lui, en fait, il se sent rejeté, mais parce qu'il a besoin d'être accueilli, il a besoin de reconnaissance. Mais ce que j'ai pu observer dans ma pratique aussi, c'est des personnes pour la blessure de reconnaissance, par exemple, vous savez, c'est en soirée, c'est le bout en train. C'est celui ou celle qui met toujours l'ambiance, qui va faire le clown, parce que la personne elle a besoin à un moment donné qu'on la voit, qu'on la reconnaisse, qu'on voit qu'elle est présente. Donc elle va développer ces stratégies-là. Pourquoi? Parce que elle s'est sentie ignorée dans sa vie. Elle a eu des parents qui prêtaient peut-être pas attention, passaient à côté d'elle, elles avaient pas plus loin qu'hier, j'ai eu une dame en consultation, elle m'a dit j'ai eu l'impression que j'ai été invisible toute ma vie dans ma famille. Voilà. Donc là j'ai deux choix. Soit je me mets en retrait et je suis transparente, on ne me voit pas, on ne m'entend pas, etc. Soit je fais tout pour qu'on me remarque. Donc je vais être le bout en train. En réunion, c'est un sujet qui ne me concerne pas, mais je ne peux pas m'empêcher de la ramener parce qu'à un moment donné, j'ai besoin qu'on me regarde. Et ça, c'est une blessure de reconnaissance. Et pour vous l'illustrer, un jour, j'ai un monsieur en consultation qui m'explique qu'il a passé 10 ans de procédure en prud'homme parce qu'il était délégué syndical et qu'il était victime de harcèlement, etc. Enfin, ça a donné 10 ans de procédure en étant encore salarié. Ça, j'avais jamais vu. Et puis, il me dit qu'il a fini par gagner ce procès. Et il m'a dit, il a eu un gros chèque, hein, un gros truc. Mais il me dit, ça va toujours pas. Et puis, il réfléchissait à faire un autre procès sur autre chose encore. Et à côté de ça, il me raconte un petit peu sa situation personnelle. Et en fait, tout le temps où il me parlait, j'entendais le mot reconnaissance, manque de reconnaissance, manque de reconnaissance. Et donc, au bout d'un moment, je lui pose la question. Je lui dis, écoutez, tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure, ce que j'entends moi, c'est un problème de reconnaissance. Est-ce que ça vous parle? Et là, il me dit, je suis né de père inconnu. Et en fait, cet homme-là, il était tellement il portait cette blessure de manque de reconnaissance. Il n'avait pas été reconnu par son père, donc déclaré avec le nom du père, etc. Donc il avait une maman, mais il ne savait pas qui était son père. Et donc il a vécu avec cette blessure-là. Et bien lui, sa stratégie, ça a été de devenir délégué syndical. Attention, je ne dis pas que tous les délégués syndicaux sont comme ça, mais lui, ça a été la voie qu'il a trouvée pour obtenir une reconnaissance. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez avoir, par exemple, des personnes qui vont être très procédurières. Elles ont besoin qu'on reconnaisse un statut de victime, etc., etc. Et cette blessure-là, aujourd'hui, je pense que c'est une blessure qui est très courante et on la retrouve, alors je ne vais pas le développer ce soir, mais vous avez un post sur le sujet sur Insta, c'est les fragments d'âme de l'enfant désavoué. Les fragments d'âme de l'enfant désavoué, à chaque fois, ça vient toucher un problème de reconnaissance. Reconnaître ma sensibilité, reconnaître mon côté artistique, etc., etc. C'est-à-dire d'accueillir l'enfant. Cet homme-là, il n'a pas été accueilli par son père puisqu'il n'a jamais connu son père. Donc, c'est même pas du rejet. Enfin, ça va au-delà du rejet. C'est qu'il n'y a eu personne en face de lui. Lui, il a essayé entre guillemets, de se soigner comme ça. Et du coup, moi, je lui ai dit, vous allez faire tous les procès que vous voulez. Mais en fait, la blessure qu'il avait, elle avait besoin d'être réparée différemment. Donc voilà, cette dernière-là, que moi j'ai observé petit à petit dans les consultations que j'avais. Et ces différentes blessures, je les retrouve très souvent en lecture d'âme, dans les guidances, ou la roue tarologique. Alors elles s'expriment d'une façon ou d'une autre, mais c'est important de les observer et de les connaître. Et ensuite, vous pouvez me dire, oui, ok, on en fait quoi? Mais ce que vous pouvez en faire, c'est déjà d'observer, de la reconnaître, parce que parfois, c'est pas vous, c'est votre blessure qui est en train de parler. Et quand on est conscient que nous portons tous au moins une des blessures
et que du coup nous fonctionnons avec notre voile qui est de j'ai peur d'être blessée, donc je mets mon masque pour éviter d'être blessée, ça veut dire que dans toutes nos relations, nous nous rencontrons tous avec notre voile. Quel voile qui est la peur. J'ai peur que l'autre me rejette, j'ai peur que l'autre m'abandonne, j'ai peur que l'autre m'humilie, j'ai peur que l'autre me trahisse. Et vous multipliez par le nombre d'individus sur Terre, ça veut dire qu'on se rencontre bien souvent avec nos blessures. Et c'est comme ça que ça nous met au travail, dans certains cas, de voir ce qui se passe. Mais ce qui fait que ça veut dire aussi que ça biaise beaucoup de relations. Alors que quand on se rencontre avec le cœur, vraiment, là, ça amène quelque chose qui va être bien plus immense. Parce qu'il n'y a plus la peur qui vient en filtre. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre et petit à petit à défaire. Une blessure, elle ne se défait pas comme ça. Moi, j'ai eu une grosse blessure de rejet. Je peux vous dire que ça m'a pris quelques années. Puis j'ai eu l'examen final il y a pas plus loin que 2 ans. Mais alors là, c'était du gratiné. Je vous raconterai après sur la blessure de rejet, parce que moi, c'est ma blessure principale, mais je l'ai bien travaillée. Alors, dites-moi un petit peu comment ça trouve écho en vous, parce que je viens de lire longtemps. Comment rompre le sort pour ne plus rencontrer des personnes avec le même profil? Et bien, en fait, Flavie, c'est que vraiment, c'est de comprendre que nous émettons tous une fréquence. D'accord? C'est un petit peu comme si nous émettions tous une fréquence. Et donc, du coup, les fréquences se rencontrent. On va rencontrer des fréquences soit qui sont exactement comme nous, soit qui, au contraire, ont besoin de notre fréquence. Et c'est comme ça que parfois, on peut rencontrer le même profil de personnes plusieurs fois, parce que finalement, c'est des personnes qu'on attire, mais ce que ça vient nous montrer à nous, c'est, ça nous vient faire focus, où on a une répétition de situation de « et dis donc, t'as vu, ça fait plusieurs fois que tu rencontres ce type de profil-là ». Et là, en fait, c'est en train de mettre le focus sur votre blessure, et c'est ce que vous avez à guérir, G-A-I, plus loin R-I-R-E, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres profils. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie à votre question, Flavie, mais de toute façon, on va être amené à se croiser. Le non mérite d'exister, tu en penses quoi? Le non mérite d'exister, ça rejoint la blessure de reconnaissance. Ça veut dire je ne te reconnais pas en tant qu'être. Voire tu peux la mélanger avec la blessure d'injustice qui fait que tu ne seras jamais assez bien. Mais ça, du coup, le non mérite d'exister, ça va amener quoi? Ça va amener des problèmes d'estime de soi. Ça va amener des problèmes de quelle valeur j'ai dans cette vie. Et ça peut amener aussi, du coup, alors soit du doute permanent, je ne mérite pas, donc je ne mérite pas d'être heureuse, je ne mérite pas de gagner de l'argent, je ne mérite pas d'avoir des amis, je ne mérite pas d'être amoureuse, etc. Ou à l'inverse, de déployer pour aller et d'en faire une force. De quelle blessure peut venir le sentiment d'illégitimité? De la blessure de rejet ou de reconnaissance. Ça, je l'ai eu. Alors c'est un mélange des deux. Je l'ai eu une fois, j'avais une lecture d'âme, et c'était une personne, alors dans cette vie, ici, aujourd'hui, elle souffre elle n'arrive pas à prendre sa place, elle est très en retrait de tout, etc. Donc elle voulait comprendre. Et ce qui était ressorti dans sa lecture, c'était que dans une autre vie, c'était parmi ses ancêtres, au niveau transgénérationnel, il y avait eu un enfant illégitime. Il y avait eu une histoire comme ça d'un enfant illégitime, et du coup l'enfant avait été placé et donc non reconnu, et ça avait laissé une trace dans la famille. J'avais aussi un autre exemple comme ça, une femme pareil qui se sentait illégitime, parce que j'ai quand même régulièrement un peu ce sujet-là, et elle, ce qui était ressorti, c'était que dans une ancienne vie, elle avait été un enfant dont la mère
ça se passait au Danemark et elle voulait partir pour les Amériques. Et donc, du coup, elle voulait partir pour les Amériques, faire du repérage et après ramener son enfant. Et c'était une famille très riche, dans une famille très riche. Et cette femme, en fait, elle est partie en laissant son enfant à la nounou, mais dans le but de revenir. Sauf qu'elle n'est jamais revenue parce qu'en fait, le bateau a fait naufrage. Et du coup, cette nounou, enfin la femme qui s'occupait de la maison, l'intendante, elle a adopté non officiellement cet enfant qu'elle a élevé comme le sien. Mais cet enfant, en fait, c'est pas qu'il était illégitime, mais c'est que du coup, il y avait un problème d'identité parce qu'il n'était pas reconnu dans sa réelle identité. Et donc là, on est à nouveau, non pas sur du rejet, mais sur une notion de reconnaissance, avec en plus de l'abandon, mais c'est assez inconscient. Je ne sais pas si ça vous donne des illustrations. Bah, disons, je vois que ça vous fait beaucoup réagir, merci. Alors les questions défilent, je vais essayer de remonter, parce que je vois que ça défile très vite. J'ai tout le package, c'est hyper intéressant. Oui, avec le temps, on apprend on peut laisser de côté ou on peut apprendre à comment dire, désensibiliser. Alors, penses-tu qu'on puisse avoir toutes les blessures qui dominent notre incarnation et sur la même égalité? Alors ça, Earth, j'en sais rien. J'ai du mal à me dire qu'elles sont toutes au même niveau. Ou alors, si c'est le cas, c'est gratiné. Ça vaudrait le coup de vraiment les lister et de voir à chaque fois à combien ça fait mal, en fait. Peut-être que ça pourrait être fait de cette façon-là. Alors, la blessure d'abandon a été travaillée, mais je viens de vivre une rupture qui ravage de cette blessure, j'ai mis qui réveille. Alors ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, réflexologie, hypnose. Moi, j'avais travaillé la blessure du rejet, premier niveau, deuxième niveau. Je pensais que j'en étais débarrassée. Et là, j'ai eu l'examen final il y a 2 ans, où ça a été terrible pour moi. Mais par contre, tout de suite, j'ai dit il est hors de question que je souffre là avec la blessure. C'était comme si j'étais écorchée vive. Et donc, je m'en suis occupée tout de suite. Je l'ai travaillé en Theta Healing, en fait. Je l'ai travaillé sur... c'était lié à des mémoires. Donc, ça fait mal, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui reste. Et c'est l'occasion d'aller le voir. Mais c'est vrai que sur le moment, forcément, c'est fort désagréable. Je lutte perpétuellement face à ces blessures, et ceci depuis mon enfance. Oui, ça demande du travail. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais déjà, c'est de les observer et de les reconnaître. Mais je vous raconterai après ce par quoi je suis passée, ce par quoi je suis passée. Quelle blessure pour le manque de respect et d'écoute? Alors ça, le manque de respect et d'écoute, il y a... c'est en fait, Karine, dans le manque de respect et d'écoute, qu'est-ce que ça te fait à toi? En fait, tu te sens comment dans des moments comme ça? Quand on te manque de respect et quand on manque d'écoute à ton égard, parce que tu prends 2 situations différentes. Juste là, si tu prends une situation, tu te remémores la dernière fois qu'on t'a manqué de respect. En fait, qu'est-ce que ça vient? Comment tu te sens à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe en toi? Tu te sens quoi? Et la même chose pour le manque d'écoute. Je me sens quoi? Alors sur le coup, on va dire, je me sens blessée, je suis vexée, etc. Et que si on continue, au final, on va dire, en fait, j'ai l'impression de ne pas exister, j'ai l'impression que je ne suis pas reconnue. Le manque d'écoute, c'est j'ai l'impression que je ne suis pas reconnue. J'ai partagé quelque chose il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là, au sujet de l'écoute. C'est que quand on manque d'écoute, du coup, ça veut dire que je n'existe pas. Si on ne m'écoute pas, c'est que je n'existe pas. Mon avis ne compte pas. Donc, je ne suis pas reconnue. Et ça peut se mélanger avec le rejet aussi. Vous voyez, quand on vous dit, non, mais toi, de toute façon, c'est pas intéressant ce que tu as à dire. Et puis on vous balaye de la main. Ouais, c'est bon. Circuler, il n'y a rien à voir.
Alors Sandrine, la difficulté à dire les choses peut être liée à quoi? À une des blessures? Alors très souvent, vous voyez, quand on a peur de demander, qu'on a peur que l'autre nous dise non, en fait, derrière c'est quoi? Quand vous vous posez la question, de quoi j'ai peur réellement? J'ai peur du non. Parce que si la personne me dit non, je le vis comme si elle me rejetait. Alors qu'en fait, c'est pas un rejet. C'est juste que ça, elle n'est pas ok. Elle n'est pas en train de rejeter la personne que vous êtes. Et c'est hyper important ça. C'est que souvent, on a peur du non parce qu'on le vit comme un rejet. La personne, quand elle vous dit non, elle n'est pas en train de vous dire je te rejette. Elle est en train de vous dire ce que tu me proposes là ou ce que tu me demandes là, j'ai pas envie, je suis pas d'accord, c'est pas ok pour moi. Et vous voyez, ce sont deux choses différentes. Simplement, quand on est pris dans nos peurs, et bien du coup, c'est vécu comme un rejet. Et là, il y a une petite nuance. Et rien que ça, quand vous comprenez ça, vous voyez, quand vous comprenez qu'en fait, au moment où la personne, elle vous dit non, j'ai pas envie, ou non, je t'aiderai pas, elle n'est pas en train de rejeter toute la personne que vous êtes, elle est en train de dire non à la situation qu'elle a. Ça déjà, ça peut permettre de modérer un petit peu. Je ne sais pas, Sandrine, si ça répond à, si c'est en lien à la question. Mon père était infidèle et moi-même j'attirais l'infidélité. C'est une blessure de quoi? Alors ça, alors là, ça peut être un long sujet, Létice. C'est que il peut y avoir, c'est plutôt qu'il peut y avoir une croyance que l'homme est infidèle. Donc du coup, forcément, je vais rencontrer des hommes infidèles et ça c'est super parce que ça va renforcer ma croyance. Et donc du coup, ça devient mon destin. Donc c'est après ça peut venir toucher des blessures, mais c'est avant tout une croyance là pour le coup. Alors, la peur de beaucoup de choses, la peur de mourir, etc., c'est pas les blessures émotionnelles, là c'est plutôt l'insécurité. Ça traduit un sentiment d'insécurité intérieure. Alors même si, quand on va chercher d'où vient l'insécurité, ça peut venir aussi d'un environnement familial ou d'un environnement de vie qui était insécurisant. Si vous prenez par exemple les époques, parce que souvent je parle de la guerre, mais parce que je vois des choses dans les lectures d'âme qui me ramènent à des moments de guerre et donc je me rends bien compte qu'à ce moment-là, il a pu s'installer énormément de peur. Voilà. Et parce qu'il y a eu un sentiment d'insécurité. Alors, la blessure d'intrusion. Non, c'est pas lié à... C'est pas lié, alors c'est pas une blessure d'intrusion, l'intrusion, le sentiment d'intrusion, c'est plus le fait que l'autre me prenne mon espace, le fait que l'autre soit envahissant, le fait que l'autre ne respecte pas mon être, mon intimité. Hein, si on va jusque, évidemment, le viol, c'est sûr, c'est très explicite, mais même sans ça, vous voyez, il peut y avoir des personnes qu'on ressent intrusives dans la façon dont elles se comportent avec nous. Vous voyez, elles vont être hyper près ou elles vont être, par exemple, des parents qui rentrent comme ça dans la chambre tout le temps sans jamais toquer. Ça peut être vécu comme intrusif à un moment donné. Voilà. Et là, ça veut dire que derrière, dans une situation comme celle-ci, c'est tu ne reconnais pas mon espace. Alors moi, dès que les gens sont gentils avec moi, j'ai besoin de leur faire un cadeau, je n'arrête pas de les remercier, c'est presque trop. Bah oui, alors là, c'est la peur de perdre leur gentillesse, donc du coup, c'est d'en faire des tonnes. Mais du coup, ça veut dire, Corinne, que dans une situation comme celle-ci, le risque, c'est de vous oublier, c'est de vous sacrifier aussi. Et surtout, ça vient parler du fait d'une difficulté à recevoir, simplement recevoir. Et donc, ça vient parler d'estime de soi, de la valeur que vous vous accordez. Voilà, c'est que, alors remercier, c'est normal de remercier, mais après ça veut dire que ce qui se passe en vous à ce moment-là, c'est tout ça pour moi. Donc c'est bien une histoire de
la façon dont je me regarde et la valeur que je m'accorde. Et là, derrière, il peut y avoir quelque chose en lien avec une des blessures, évidemment. Alors, Earth, les unes que les autres, tu m'as déjà posé la question. Est-ce que les blessures sont uniquement liées à l'enfance? Eh bien, merci pour la question. Merci beaucoup. Les blessures sont uniquement liées à l'enfance? Non, on peut y avoir des blessures dans notre enfance ici, mais justement, ce que j'expliquais tout à l'heure dans les lectures d'âme ou dans les lectures d'annales akashiques, quand il peut y avoir des choses qui viennent d'un événement passé, soit d'une vie antérieure, où j'ai vécu quelque chose, j'ai fait quelque chose qui fait que j'ai cette blessure que je porte en moi et j'arrive dans cette vie peut-être pour la guérir, justement, ou par mémoire transgénérationnelle, voilà, la blessure d'abandon. Par exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, et puis la petite vidéo que j'avais faite pour parler le fait de rompre des liens transgénérationnels, où vous allez avoir une histoire où la personne, elle dit, en face de moi, elle dit, moi dans ma famille, toutes les femmes sont abandonnées. J'ai eu une personne que je ne sais pas si elle est là ce soir, elle me dit, dans notre famille, les femmes sont toutes abandonnées. À un moment donné ou un autre, les hommes s'en vont. Et c'était lié à une mémoire ancestrale. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent dans l'enfance, mais il y a des choses qui se passent à d'autres niveaux. Et là, on est sur les fragments d'âme à ce moment-là. On va aller voir les fragments d'âme. Et un fragment d'âme, c'est un petit bout de soi qu'on a perdu. Et si c'est dans une vie antérieure, ou si c'est au niveau transgénérationnel, ça veut dire que ce petit bout qui a été perdu, ce qui est transmis, c'est aussi la mémoire de ce petit bout qui a été perdu. Donc c'est pas forcément que lié à l'enfance, ça peut être lié à d'autres choses, d'autres vies. Et puis si ça arrive plus tard, il y avait peut-être déjà un terrain, et puis l'événement plus tard a tout ravivé. Alors attends, hop, je continue. Alors là, le rêve, ça n'a rien à voir avec les blessures. Alors, sac à main, papier d'identité, et là, là, le rêve vient parler de la peur de perdre ton identité. Voilà, on va voir comment ça résonne. Ok, Earth, pour le message. Oui, Létis, les blessures peuvent appartenir à nos parents et même nos grands-parents, et du coup on les répète. C'est là où on parle de contrat de loyauté. Parce que dans le contrat de loyauté, qu'est-ce qui va se passer? Le contrat de loyauté, c'est que en fait il y a une mémoire, soit par rapport à une blessure, soit par rapport à un serment qu'on s'est fait, que plus jamais il peut se passer ça, ou que le fait de se transmettre des croyances comme ça dans la famille, et puis du coup ça va se répéter. Et la difficulté, le dilemme dans le contrat de loyauté, c'est que par loyauté pour faire partie du clan, mais c'est inconscient bien entendu, pour faire partie du clan, du coup je vais maintenir ce contrat, mais en même temps je vais contre ma personne. Et donc rompre un contrat de loyauté, ça veut dire que j'ai beaucoup d'amour pour ma famille et mes ancêtres, simplement je décide de sortir de ce contrat, parce qu'il me dessert, non seulement moi, mais il va continuer à desservir les autres. Alors, ok Sandrine. Alors Letty, j'ose pas dire les choses, peur du conflit, c'est une blessure. La peur du conflit, oui, ça peut être lié à la blessure de rejet et la blessure d'abandon aussi. Ah oui, tiens, merci Letty, parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. Je vous expliquais tout à l'heure que la blessure d'abandon, donc moi j'aurais plus envie de l'appeler la blessure du manque de soutien, parce que c'est pas forcément que de l'abandon pur et dur. Mais là aussi où il s'installe une petite confusion, c'est que, et ça c'est quelque chose que j'ai observé chez les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon, c'est les moments de séparation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai passé un petit sondage sur comment vous vivez les moments où on doit se dire au revoir. Là. Les personnes, et beaucoup m'ont dit, moi j'évite, j'aime pas ça, je le fais le plus tard possible. Parce que il y a une souffrance au fait de se séparer, c'est-à-dire on va défusionner du moment.
la fin d'un repas de famille, la fin de moments avec des amis, le quai de la gare, des choses comme ça. J'ai du mal à cette séparation, c'est-à-dire on va défusionner des énergies dans lesquelles on se trouvait. Et du coup, ça va se traduire par quoi? Je mets du temps à dire au revoir, je traîne, je repousse. Et une fois, j'ai même vu une personne, j'ai cru qu'elle allait me faire un malaise sur le quai de la gare, tellement elle était très très mal. Et elle m'a dit, je déteste les au revoir, je suis hyper mal. Et c'était une personne qui souffrait de la blessure d'abandon. Et en l'occurrence, cette personne-là, je l'ai su après, c'est que c'était un homme, quand il avait 5 ans, sa maman a fait une grave dépression. Et elle était emmenée par les pompiers, etc. Donc il l'a vu partir comme ça, il n'a pas compris ce qui se passait. Elle a été hospitalisée à un moment. Et lui, du coup, ça a été un moment terrible pour lui. Et il a porté cette blessure d'abandon. Moi, je voulais comprendre un petit peu. Bon, bah là, typiquement, il avait vraiment vécu un trauma. Et le moment de séparation, c'est pour ça que je vous disais, la blessure d'abandon, elle est universelle aussi, parce que cette séparation, on l'a vécue. Le moment où on est bien dans les bras de maman et qu'elle nous pose pour qu'on dorme. Vous savez, les moments où quand on est petit, on gratte le soir, qu'on n'a pas fini notre dessert, qu'on mange tout doucement, parce que comme ça, on reste un peu plus longtemps avec tout le monde. Alors, on joue au grand, mais c'est aussi derrière ce qui se joue, c'est la séparation à ce moment-là. Voilà. Donc, la peur du conflit, c'est que du coup, j'ai peur que ça mette fin à quelque chose. Les personnes qui souffrent d'abandon, elles ont très très peur du conflit parce que pour elles, le conflit, ça va amener la séparation. Donc, c'est pas possible pour elles. Donc, elles peuvent accepter l'inacceptable. Les personnes qui vont rencontrer des pervers narcissiques, c'est beaucoup des personnes qui ont des blessures d'abandon et de rejet. Alors, être maltraité dans une relation, ça peut correspondre à la blessure d'injustice, avec le masque masochiste. Tiens. Bonsoir Marie, comment pouvons-nous désamorcer une émotion liée à la blessure quand on observe son apparition? Alors moi, un truc qui fonctionne pas mal, ça peut être vraiment de dire, ok, où est-ce que j'ai mal pour de vrai? Qu'est-ce qu'il a? Vous voyez, quand la blessure justement la blessure de rejet, etc. Puis du coup, il y a une espèce de vent de panique. C'est juste de s'asseoir et de dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Qu'est-ce qui se passe vraiment qui fait que je suis dans cet état-là, là, maintenant? Qu'est-ce que, pour de vrai, j'ai mal où? Pour de vrai, j'ai mal où? Et là, vous verrez que au-dessus de la peur, en fait, il y a la blessure derrière. C'est qu'en fait, je me mets dans cet état-là parce que là, c'est en train de ranimer ma blessure d'abandon, ma blessure de rejet. Mais du coup, ça vous permet de vous décoller de la situation. Vous vous rendez compte que la situation, elle est juste un miroir qui va venir... Enfin, c'est l'allumette qu'on craque qui va allumer le feu de la blessure. Mais en fait, la situation, elle est bien moindre. Et rien que de vous rendre compte de ça, normalement, ça désamorce pas mal. Parce que vous vous rendez compte que le drame, ce qui se passe là n'est pas aussi dramatique, mais par contre, ça vient toucher quelque chose en moi. Dans la lecture de mardi, il a été dit que je portais des blessures collectives. Oui, Corinne, j'ai retrouvé mon petit tableau, je suis allée voir tout à l'heure. Oui, les blessures, on a des blessures collectives. Par exemple, les femmes, on a quand même une blessure collective au niveau de la sorcellerie, les hérétiques, les femmes d'esprit qui dérangeaient. Je ne veux pas dire qu'elles ne dérangent plus, mais qui dérangeaient beaucoup à une époque. Et donc ça, c'est des blessures collectives de rejet et de non-reconnaissance de ce que je suis. Recouvrement d'âme, oui. Dans le recouvrement d'âme, en fait, on va aller chercher les fragments d'âme pour les pacifier. Donc, si c'est dans cette vie, au niveau de la blessure d'enfant, on va reconnaître sa blessure. Si c'est au niveau d'une autre vie, il peut y avoir des protocoles. Et c'est comme ça que moi, parfois, justement, en lecture d'âme, on va me donner un protocole, soit dans des protocoles que j'aime pas ce mot-là, je trouve il n'est pas beau, soit carrément je reçois des phrases, des choses, ou une petite cérémonie pour aider à recouvrer. Ok.
Ok, Earth. Alors, le fait de vouloir absolument être choisi, être la priorité de l'autre, et une blessure de rejet ou d'abandon. Alors, c'est plus une blessure de rejet. Parce que si je suis choisie, ça veut dire que tu m'emmènes avec toi. Ça veut dire que tu m'intègres. Ça veut dire que tu m'inclus. Dans la blessure d'abandon, j'étais inclus et l'autre s'en va. Là, je choisis, ça veut dire tu m'inclus. Tu vois, on peut le prendre comme, par exemple, on est dans un sport d'équipe. Quand on était petit, là, qu'il fallait à l'école, fallait faire les équipes. Et puis, toi, tu vas prendre un tel... Et puis, on commence à flipper à la fin. Est-ce que je vais être choisi ou pas? Et on voit bien que c'est cette énergie d'être intégré. Donc, c'est plutôt la blessure de rejet. Et d'être reconnu aussi. Oui, Corinne, bien sûr. Des blessures liées à un peuple, type génocide par exemple. Tout à fait, oui. Ça c'est des choses que je vois régulièrement dans des lectures. J'avais parlé une fois de mémoire d'Exode, des personnes qui portaient des mémoires d'Exode, parce que dans une ancienne vie ou dans la famille, on a dû quitter le lieu. Et c'était une femme qui m'avait consultée parce qu'elle me disait « je me sens jamais chez moi, nulle part ». Et on me montrait une ancienne vie où ça avait été une petite fille et il avait fallu partir à cause de la guerre. Elle avait dû laisser son grand-père, elle était partie avec sa mère et pour me montrer qu'elle avait perdu un bout d'elle-même, on me montrait que ses bottes étaient restées collées au sol. Et les maîtres disaient, en fait, elle est restée bloquée là-bas. Et donc, du coup, c'est une femme qui ne se sentait jamais chez elle nulle part. Elle n'arrivait pas à s'ancrer. Et ça me montrait les mémoires d'Exode aussi, parce qu'évidemment, il n'y en a pas plein qui l'ont eu. Ok. Merci pour toutes vos questions. Alors, est-ce que ça vous intéresse que je vous raconte un peu sur la blessure de rejet telle que je l'ai vécue et les différents niveaux d'examen que j'ai passés? Je vais vous la raconter un peu à l'humour, parce que ça va mettre un peu de légèreté. Et pourtant, j'ai vécu des drames à ce moment-là. Ok. Le thème du live, c'est sur les blessures émotionnelles, les blessures d'âme. Donc, je viens d'expliquer toutes les blessures, répondre aux questions. Je viens de répondre à la question, Elodie. Ok, Sandrine, super. Ok, bon, je vous raconte. Moi, je suis d'une famille nombreuse et je suis la seule fille. Voilà, je suis la petite dernière et je suis la seule fille et j'ai 3 frères. Donc, j'ai grandi donc dans un univers assez masculin. Donc déjà, vous voyez, ça pose le décor. J'étais extrêmement attendue parce qu'au 3e, mes parents voulaient déjà une fille et c'est un garçon qui est arrivé, donc j'étais vraiment attendue. Mais par contre, je suis arrivée dans un environnement très masculin. Et donc, moi, en faisant un travail sur moi, je vous fais le résumé maintenant, mais à l'époque, quand j'étais petite, en plus, j'ai confondu le fait d'être une fille et le fait d'être la petite. Oui, Létis, il faut des protocoles, Létis. Et donc, j'ai confondu le fait d'être une fille et le fait d'être la petite dernière. Parce que souvent, on m'excluait. C'est-à-dire qu'on me disait, t'es trop jeune. Je ne supportais pas quand on me disait ça. T'es trop jeune pour comprendre, t'es trop jeune pour participer. Donc, forcément, ça voulait dire quoi? Tu t'en vas. Donc, ma blessure de rejet, elle est venue de différentes petites expériences comme celle-ci. Et puis, peut-être des moments où j'ai voulu venir vers ma mère un câlin, elle n'était pas disponible, etc. Parce qu'elle s'est cognée 4 enfants à élever. Voilà, donc ça a planté un petit peu le décor comme ça. Donc, pendant longtemps, j'ai pas compris moi que je souffrais de cette blessure-là. J'allais beaucoup en colonie, etc. Je me suis retrouvée aussi en colonie. Je me souviens d'être la petite jeunette et donc on voulait pas parce que j'étais la plus petite, on m'avait exclue. Donc
ça avait bien appuyé encore. Et donc, un jour, au travail, j'avais pas encore compris mes blessures. Moi, à cette époque-là, j'avais quoi, 26 ans. Donc, j'étais pas du tout dans les mêmes sphères qu'aujourd'hui. J'arrive un matin au travail. T'es trop jeune, on me disait. J'arrive un matin au travail, sur le plateau de la direction, là, parce que moi, je faisais partie de la direction. J'arrive un matin, personne. Personne. J'étais toute seule. Un quart d'heure se passe, je suis toujours toute seule. Une demi-heure se passe, je suis toujours toute seule. Et on n'est pas dimanche. Hein. Je ne me suis pas gros de jour. Et donc, je décide d'appeler un collègue. Et il me dit, je ne peux pas te parler. Il me raccroche quasiment au nez. Et j'entends qu'il y a du monde derrière. Et je reconnais des voix. Et là, je me rends compte que mes collègues du plateau, ils sont tous ensemble. Tous. Tout le monde, y compris le DG. Donc là, je peux vous dire que ma blessure du rejet, que je n'avais jamais identifiée, je me suis mise à faire les 100 pas dans mon bureau, à me demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont tous ensemble, pourquoi j'y suis pas. J'ai dû faire un truc. Alors là, c'était parti le festival de l'estime de soi, hein, confiance en soi. J'ai dû faire un truc, j'ai dû faire une connerie. Je vais me faire virer. Enfin, je suis passée par tous les états. Ça a duré 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure où je me suis mise dans tous mes états. J'étais en plein dans ma blessure de rejet, sauf que j'en avais absolument pas conscience. Surtout qu'au bout de 3 quarts d'heure, je les vois tous arriver comme des fleurs, hein, les uns après les autres, ils passent devant les bureaux, salut, machin, etc. Et donc, moi, ça faisait 45 minutes que je me rendais malade, donc je vais voir le DG dans le bureau d'à côté, et je lui dis, il faut que tu m'expliques. Et là, il me dit, en fait, il s'est passé quelque chose au niveau de l'équipe. J'ai jamais su ce qui s'était passé, mais il s'était passé un truc qui fait que c'était monté en mayonnaise. Sauf que j'étais la seule à pas être concernée parce que j'avais pas eu écho de ça. Moi, comme j'étais RH à l'époque, on n'avait peut-être pas voulu me raconter. Mais en fait, ils s'étaient tous monté la tête visiblement par rapport à quelque chose. Et du coup, le DG avait décidé de les convoquer pour percer l'abcès. Mais moi, j'étais pas concernée parce que je faisais pas partie de tout le machin là, qui s'était passé. Et donc ce jour-là, je me suis rendu compte que je m'étais rendue malade pendant 3 quarts d'heure à me dire que ça devait être en rapport avec moi, que j'avais dû faire un truc, j'avais peut-être dit un truc, machin, etc. Alors que ça n'avait rien à voir. Donc je suis sortie de là. 1, j'étais soulagée. 2, j'ai rigolé. Je me suis dit, c'est bien, t'as passé 3 quarts d'heure, parce que j'avais un mal de ventre, pas possible. Hein. J'ai passé 3 quarts d'heure comme ça. Et puis 2 ans plus tard, j'étais à une formation et là j'ai eu le déclic. Je faisais une formation et j'ai eu le déclic et j'ai dit, ouais, ok. C'était la première fois de ma vie que je comprenais, je découvrais les histoires de blessures. Et là, en fait, c'est parce que je m'étais sentie rejetée. Et j'étais en panique. Là, je passe mon premier niveau. Et puis, peut-être 4-5 ans plus tard, je me retrouve dans une situation où je faisais partie de tout un groupe. Je faisais de la photo à l'époque, tout un groupe. Puis il y avait eu une histoire au sein du groupe. Et je me retrouve exclue. Et là, pareil, je commence à avoir mal au ventre. Et je suis en panique. Et c'est là où, Anthony, je me suis observée. Je me suis vue être en panique. Et je me suis posée, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? T'as peur, parce que je voyais que j'avais mal au ventre, j'étais hyper tendue, t'as peur. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que je vivais ma blessure de rejet. Pleinement. Et juste à ce moment-là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, ça m'a permis de retrouver de l'objectivité par rapport à la situation, de bien comprendre que c'était ma blessure qui était en train de mettre le why dans ma tête, mais de me rendre compte que du coup, en fait, la situation, ça m'a permis de la regarder avec beaucoup plus d'objectivité. Et là, j'ai mis ma blessure de côté et je me rappelle, je me suis dit, à un moment donné, les choses vont rentrer dans l'ordre parce qu'ils vont comprendre ce qui se passe. Donc ne bouge pas, ne t'énerve pas, laisse faire. Ça a calmé forcément le phénomène de ma blessure. Et 3 semaines plus tard, en effet, la vérité a été mise à jour. Et du coup, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et là, c'était la première fois que j'expérimentais le fait de vraiment d'observer qu'est-ce qui se passe réellement. Et du coup, de mettre de côté ma blessure. Et ce qui m'a permis d'évaluer la situation réellement en étant en dehors du drame de la blessure. Parce que la blessure, elle va nous emmener dans des drames. Voilà. Et ce jour-là, je me suis dit, ça y est, je suis débarrassée, c'est terminé.
Et j'ai eu l'occasion, peut-être quelques années après, de me retrouver dans une situation de famille où, à un moment donné, mes frères, mon père, tout ça, ils se sont tous mis ensemble pour jouer aux cartes. Et c'était la première fois où j'étais pas en mode je veux absolument participer, donc je voulais absolument être intégrée. Ce soir-là, je me souviens que j'étais, moi j'allais me coucher et j'étais heureuse qu'ils passent un moment entre eux, entre mecs, qu'ils passent un moment entre eux avec mon neveu aussi et qu'ils allaient jouer aux cartes entre hommes. Et là, ce jour-là, j'ai dit waouh, ta blessure de rejet où tu voulais absolument être inclus et tu avais peur d'être mise à part, et bien là, clairement, je me suis dit, c'est gagné, yes. Et puis j'ai eu l'examen final quelques années plus tard, où là par contre, il m'a envoyé vraiment, là l'univers, il m'a envoyé du super costaud, j'étais dans un état pas possible. Mais ça m'a permis de me rendre compte que j'avais encore des restes par rapport à ça. Donc par contre, là tout de suite, j'ai dit non. Je vais aller travailler tout de suite parce que j'ai quelques thérapeutes avec lesquels je travaille de temps en temps s'il y a des choses qui sortent et que je vois qu'à moi toute seule, je ne vais pas réussir à le gérer, même si j'ai plein d'outils. Et donc là, je suis allée la voir parce que je lui dis, là, on est dans du costaud. Et je pense que c'était l'examen final. Et vraiment, là, j'ai travaillé avec elle par le biais du Theta Healing que j'utilise aussi. Et j'ai vraiment vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que depuis, il y a vraiment des réactions que je n'ai plus du tout et des situations qui se présentent à moi. Mais alors, ça glisse complet. Je m'en fiche. Voilà. Alors que j'avais un bon dossier de départ. Voilà pour l'anecdote. Après, c'est toujours une question de choix. Soit on reste à s'entretenir avec ça, soit on se dit ça me prend trop de place, ça m'enquiquine la vie, j'en veux pas. Et il y a des choses, ça peut être lié à cette vie ici, et il y a des choses, ça peut être lié à des vies antérieures. Voilà. Moi, dans mes vies antérieures, je porte aussi certaines mémoires de rejet. Mais ce n'est pas la principale. Voilà. Dans la blessure de rejet, il y a toute une question de trouver sa place aussi, hein, qui est différente de trouver son identité. Alors non, Marie-Laure, c'était pas mon anniversaire, donc quand il y a eu cette histoire de travail. Pas toujours évident de prendre du recul en direct. Alors, ce qui peut aider Corinne à prendre du recul par rapport à une situation, c'est simplement, mais il faut juste à ce moment-là arriver à breaker. Quand on est comme ça pris dans les émotions, mal au ventre, etc., de se poser, de dire ok. 2 solutions, enfin c'est les 2 pistes que je propose. Imagine, c'est ta meilleure amie qui vient te voir et qui te raconte la situation. Comment tu regardes la situation? Pourquoi la meilleure amie? Parce que la meilleure amie, on est bienveillante avec elle. Ça ne veut pas dire qu'on lui dit que des choses qui vont être toujours agréables, mais on est dans une démarche de bienveillance. Ou, ok, admettons, je suis en haut d'un nuage et je regarde la scène. Qu'est-ce que je vois? Et ça permet de prendre du recul. Alors Sandrine, je ne sais pas quelle solution à retenir, mais si elle marche, c'est tant mieux. Alors Elodie, si la blessure elle est toujours là après 2 ans de séparation, c'est que c'est peut-être une invitation à aller vraiment la travailler, mais c'est toujours la même chose, c'est une décision que l'on prend, soit de rester avec le mal-être dans lequel on est, soit de nous dire je veux sortir de ça. Et parfois, au moment où on décide d'y rester, c'est parce que pour le moment, ça nous convient quand même, ça reste juste. Parce que de changer des choses, bouger les lignes, ça nous coûterait peut-être plus ou ça amènerait peut-être des difficultés avec d'autres personnes qu'on n'est pas prêt à assumer, par exemple. À part les livres de Lise Bourbeau, des auteurs à nous conseiller. Corinne, dans quel domaine? Parce que des livres, je peux faire une longue liste. Je remettrai demain, j'avais fait un petit post sur le sujet. Est-ce que ça peut se travailler avec le MDR?
Oui, tout à fait. On peut travailler des blessures avec le MDR parce qu'en fait, avec le MDR, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller sur la situation vécue à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe, le ressenti, qu'est-ce que vous vous dites et on va partir de là. Et le MDR, c'est un super outil. Virginie, pourquoi aujourd'hui nous sommes conscients de ces blessures et pouvons les guérir? Personne n'en a parlé avant. Parce que depuis une dizaine d'années, il y a un grand éveil des consciences. Et que moi je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand on allait au rayon développement personnel, il y avait 2 livres qui se battaient en duel. Alors aujourd'hui, il y en a peut-être trop, il y a peut-être à foison, on ne sait même plus où donner de la tête. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de conscience de ce que nous sommes. Alors qu'avant, c'était la conscience de ce que nous faisons. Et c'est ça qui est en train de changer, c'est de passer du faire à l'être et de trouver un équilibre entre les deux. Et donc c'est l'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang aussi. Alors ça ferait un autre thème. Mais c'est super qu'on puisse vivre ça. Alors, Corinne a un livre sur les blessures. Alors, dans les livres qui peuvent... Alors, ça peut parler au niveau... au niveau transgénérationnel, il y a Aïe mes aïeux. Oh là là, c'est un nom un peu compliqué, quel âge je l'ai oublié. Il y a aussi Votre corps a une mémoire, où elle peut parler des blessures. Alors, les blessures et les outils... un bouquin sur les sujets. Aujourd'hui, il y a... peut-être le livre de Natacha Calestrémé, Les clés de l'énergie. Je pense qu'elle explique des choses dedans, de mémoire. Puis alors là, je ne peux pas vous dire parce que mes livres, ils sont tous emballés, donc je vais en sortir aucun. Je suis un peu en camping, là, aujourd'hui et demain. Donc voilà, c'est important d'être conscient de ces blessures-là. Parce que ça permet par moment de vraiment prendre du recul par rapport à des situations et de vous rendre compte que ce qui se joue maintenant, c'est ma blessure, et du coup de regarder la situation avec beaucoup plus de rejet, de recul. Merci. Schwetzeninger, voilà, c'est un nom très compliqué. Est-ce que c'est clair pour vous et est-ce que ça éclaire certains points de votre vie? Le MRC. Merci Nathalie. Ouais. Donc c'est important parce que vraiment ça influence beaucoup de choses. Et quand j'ai découvert par la suite les fragments d'âme de l'enfant désavoué, là ça vient vraiment parler de toutes les reconnaissances, tous les moments où par exemple un enfant qui a un côté artiste et puis les parents c'est inexistant chez eux, du coup ils n'y prêtent pas attention. Ça je l'ai eu en consultation plusieurs fois, des personnes qui avaient souffert de reconnaissance parce que dans la famille on n'a jamais vu mon côté artistique, on n'a jamais vu les problèmes de sensibilité aussi. J'ai des personnes là que je reçois, que j'ai eu beaucoup en lecture d'âme, qui sont très sensibles et cette sensibilité elle n'a jamais été reconnue dans la famille, etc. Et donc du coup elles n'ont pas eu la place, où ça a été dénigré, ça a été perçu comme quelque chose qui n'est pas ok. C'est pas bien d'être trop sensible, t'es trop sensible. Ça, beaucoup de gens, beaucoup de personnes que je reçois aujourd'hui par rapport à ça. Mais ça veut dire quoi, trop sensible? Par rapport à quoi, en fait? Vous voyez? Donc c'est utile de les voir. Et nos blessures, c'est pas des ennemis, c'est des expériences.
c'est des choses qui sont venues se cristalliser chez nous, soit parce qu'une fois on l'a vécu et ça a été comme un trauma, soit parce que ça s'est répété. Mais ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez bien, parfois on n'ose pas dire je t'aime, par exemple, à des personnes, mais même des amis. On a du mal parce que on ne sait pas comment elle va réagir, on a peur que soit elle ne prête pas attention, soit des choses comme ça, et du coup on n'ose pas le dire, on n'ose pas demander. Et ça, vous le retrouvez aussi beaucoup dans le travail, hein. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure, mais ça va avoir des impacts en termes de délégation, de la façon dont on va travailler en équipe, etc. Y compris en famille, y compris entre amis. Donc, c'est vraiment de vous le partager, puis que vous puissiez observer un peu ce qui se passe. Mais quand vous vous sentez comme ça, là, si d'un seul coup, il y a une super pression par rapport à une situation, c'est vraiment d'observer, de vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe, où j'ai peur pour de vrai. Derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ma peur? Et vous verrez, c'est votre blessure. J'ai peur de lui demander parce qu'en fait, j'ai peur qu'il me dise non. Et s'il dit non, ça veut dire qu'il me rejette. La personne ne vous rejette pas quand elle dit non. Elle n'est juste pas ok avec ça. Tout comme vous, de dire non, ça ne veut pas dire que vous rejetez la personne, ça veut dire que vous n'êtes pas ok avec ce qu'elle est en train de vous proposer. Et quand on dit non, c'est pour se dire oui à soi. Et donc, voilà, ça fait un moment que je voulais partager avec vous ce sujet-là, parce que je le retrouve très régulièrement quand je fais des lectures d'âme, ou même quand je fais des guidances, finalement, quand à travers les tarots, ok, j'ai plein de messages qui m'arrivent, j'ai des infos, mais il y a des choses qui se passent aussi, en fait, de ce qui est en train de se jouer pour la personne. Pas plus loin que ce soir, j'ai eu une consultation avec une personne. Derrière, c'est des blessures qui sont présentes aussi par rapport aux situations que cette personne est en train de vivre. Donc voilà. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez des questions? Alors j'ai vu passer une question sur MRC. Ça ne me parle pas plus que ça. Enfin, je l'ai déjà entendu, mais je ne remets pas. Alors, j'ai du mal à recevoir des compliments. Avoir du mal à recevoir des compliments, c'est lié à un problème, à un manque d'estime de soi. Ça veut dire que le fait de mériter ou pas mériter, donc on est sur la blessure d'injustice, et le fait d'être dans, suffisamment aimable, mais dans le sens digne d'amour. Et donc recevoir un compliment, c'est quelque chose qu'on fait de gentil envers moi. Et donc la difficulté à recevoir un compliment, ça peut être vraiment lié à ça, c'est que je ne me considère pas digne de recevoir ce compliment. Parfois, ce qui peut se jouer aussi, c'est si on a pu vivre des situations où c'est conditionné. Je te fais un compliment, mais derrière, il y a quelque chose qui est attendu. Et du coup, là, on est dans de la manipulation. Mais ça s'apprend à recevoir les compliments. Je suis la preuve. Ça s'apprend. C'est juste de dire, ok. Peut-être ce qui peut aider, c'est de recevoir le compliment comme on recevrait un rayon de soleil. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de nous dire, mais non, mais je ne peux pas recevoir ce rayon de soleil, c'est trop. Et bien, de vivre le compliment comme un rayon de soleil qui vient juste, hop, caresser comme ça, et de l'accueillir de cette façon-là. Peut-être ça peut aider à apprendre à recevoir les compliments. Et puis juste de dire merci. Et puis l'étape d'après, c'est de dire merci, je suis touchée. Et donc voilà. Bon, on aura été juste Instagram sans YouTube. C'est dommage. Est-ce que vous avez des choses à partager ou des questions? Ok, Miu Petit. Alors j'avais reçu un message cet après-midi aussi par rapport à l'agenda. Je l'ai remis à jour là. Et donc du coup pour les rendez-vous, etc. On est aux
aux alentours du 20 octobre, je crois. Et donc, voilà, enfin vous verrez, hein, maintenant c'est tout mis sur Calendly, c'est super clair, vous voyez tout de suite. Alors, sera-t-il possible? Merci Flavie. On est tous en évolution en permanence. Voilà, on apprend petit à petit et on se découvre petit à petit. Je vous ai raconté les anecdotes autour du rejet me concernant, mais vous voyez bien, voilà, on est tous en train d'évoluer, on fait comme on peut. Le prochain live, ce sera sur la numérologie, sur le chemin de vie. Ah bah les histoires de flammes jumelles, moi je pense qu'il y a beaucoup de cas où en réalité c'est pour faire travailler sur la rencontre à soi, avant tout. Bonsoir. La difficulté à demander ou accepter de l'aide, cela renvoie à quelle blessure d'enfant? Alors demander de l'aide, c'est la peur qu'on dise non, donc de se sentir rejeté. Et accepter de l'aide, là on est plutôt sur le fait d'être... ça vient toucher la question de l'estime de soi. Mais dans le rejet, etc., on va avoir une faible estime de soi. Ce qui fait qu'à un moment donné, si on nous met en valeur, ça va être de dire « Oh là là, attends, tout ça pour moi? Non, c'est trop. » Alors, le temps kinésiologie, ça va être en replay. Il sera en replay. Parce que je les laisse en replay après. Petit partage. Alors, je suis gratinée sur les 5. Ça m'a demandé énormément de travail de libération, mais ça en vaut la peine pour se sentir libre et légitime. Bah, merci les voix de l'âme. Voilà. Et essayez de le faire petit à petit. C'est de le faire petit à petit. Voilà. On est tous des apprenants hein, de toute façon. Donc voilà. Donc c'était le dernier live ici du sud. Et je ferai la dernière guidance d'ici avec ce décor-là. À partir de la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel décor ce sera, mais ce sera un autre. Et le prochain live qui aura lieu fin octobre, ce sera sur le chemin de vie en numérologie. J'en avais déjà fait un l'année dernière, mais j'en referai un cette année pour partager avec vous sur les chemins de vie. Et en novembre, ce sera sur l'année personnelle, puisque il va y avoir... on va changer d'année universelle, donc on va changer d'année personnelle. Voilà. Et je mets en ligne, pardon, tiens, j'en profite que vous êtes là, je mets en ligne les guidances années personnelles sur YouTube à partir de vendredi. Alors, je ne viens pas en Vendée, je vais être un peu plus haut que la Vendée. Oui, Flavie, la vidéo va rester, elle sera en replay. Ok. Donc j'étais ravie de vous retrouver à nouveau ce soir sur un thème un petit peu différent qui est plus du développement personnel, mais je le retrouve tellement dans les consultations que ça me semblait indispensable de vous le partager. Et c'est des choses qui sont abordées régulièrement dans les lectures et dans les guidances, enfin dans les différentes prestations. Donc voilà, de façon directe ou indirecte, mais ça vient toucher, ça vient. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je déménage, oui, je quitte Aix, je déménage samedi. Voilà, donc là je suis en plein carton, vous voyez pas, mais en fait, ici il n'y a rien de changé, mais le reste, il n'y a plus rien. Mais j'ai tout gardé comme ça pour ce soir. Et puis, on va se quitter en musique. Je vais remettre de la musique, puisque vous savez que je suis fan de musique et de disco. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt.
Et n'oubliez pas qu'il y a le concours aussi, là, demain, pour gagner une numérologie. Allez, on finit dans la joie. Bonne soirée, à très bientôt. Merci d'être venu et merci de votre fidélité. Et bienvenue au nouveau.